À 18 ans, mon père m'a dit de partir car je n'en valais plus la peine. Ma sœur a récupéré ma chambre avant même que je finisse de faire mes valises. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 nuits d'affilée. 12 ans plus tard, mon père a trouvé mon profil en ligne et m'a envoyé un message. Quand il a lu ma réponse, il est resté assis dans son camion à pleurer pendant 1 heure. Je m'appelle Shelby Bennett, et j'ai 30 ans. Tu ne vaux plus la peine, a dit mon père, debout dans le couloir, les bras croisés, pendant que ma sœur mesurait la fenêtre de ma chambre pour de nouveaux rideaux, juste derrière lui. J'avais 18 ans. C'était le 14 novembre, et il faisait -3 °C dehors. J'avais $42 en poche, une Honda Civic de 2003 avec un chauffage fissuré, et personne à appeler. J'ai dormi dans cette voiture pendant 3 nuits d'affilée. Pas une seule fois mon téléphone n'a sonné. Pas ma mère, pas ma sœur, pas une seule âme de la famille qui m'avait élevé. 12 ans plus tard, mon père m'a retrouvé en ligne. Il a envoyé un message, s'attendant à des retrouvailles chaleureuses. Ce qu'il a reçu en retour, c'est une réponse qui l'a fait s'asseoir dans son camion et pleurer pendant 1 heure entière. Mais ce qui l'a brisé, ce n'était pas ma colère. C'était la seule pièce à conviction que j'avais jointe. Quelque chose que sa fille préférée ne pensait pas que je trouverais un jour. Je vais en venir à cette réponse. Mais d'abord, vous devez comprendre quel genre de famille oblige une fille à dormir dans une voiture glaciale, sans jamais vérifier si elle est encore en vie. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à elle. J'aimerais savoir d'où vous regardez en ce moment et quelle heure il est. Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'automne 2013, la nuit où tout s'est effondré. Mon père, Gerald Bennett, a été un marine des États-Unis pendant 14 ans. Il dirigeait notre maison de la même manière qu'il dirigeait son unité, extinction des feux à 22 heures, les corvées sur un tableau de rotation scotché au réfrigérateur, et absolument aucune réplique. Si vous n'étiez pas d'accord avec lui, vous étiez insubordonné. Si vous éleviez la voix, vous étiez irrespectueux. Et si vous faisiez les deux, que Dieu vous vienne en aide. Ma mère, Patricia, était tout l'opposé, à la voix douce, gentille, le genre de femme qui ferait des biscuits pour les funérailles d'un voisin, mais qui ne pouvait pas regarder son mari dans les yeux quand il était en colère. Elle nous aimait. Je n'en ai jamais douté. Mais l'amour s'encourage, c'est juste être spectateur. Ensuite, il y avait Jocelyn, ma sœur aînée, 20 ans, l'enfant prodige. Elle avait un don, non pas pour l'art, ni pour l'école, mais pour savoir exactement ce que mon père voulait entendre et le lui livrer avec un sourire. Oui, monsieur. Tu as raison, papa. Je m'en occupe. Elle parlait couramment la langue de l'obéissance, et dans notre maison, l'obéissance était la monnaie d'échange. Moi, j'étais la bruyante, la difficile, celle qui demandait « Pourquoi ?», quand tous les autres disaient « Oui, monsieur ». Je n'étais pas une mauvaise gamine. J'ai été au tableau d'honneur 2 fois. Je travaillais le week-end dans une sandwicherie. Mais je répondais, et dans la maison de Gerald Bennett, c'était un péché impardonnable. La nuit du 14 novembre a commencé par une odeur. Mon père a prétendu avoir senti quelque chose d'étrange, flottant depuis l'étage. Il a annoncé, pas demandé, mais annoncé, qu'il allait inspecter les 2 chambres. Je n'étais pas inquiète. Je n'avais rien à cacher. Il a commencé par ma chambre, a ouvert le tiroir du haut de mon bureau, et c'était là, un petit sac Ziploc avec quelque chose de vert à l'intérieur. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il ne m'a pas posé de questions, ne m'a pas donné la chance de parler. Il a juste pointé le couloir du doigt et a dit « Fais tes valises ». J'ai regardé derrière lui. Jocelyn se tenait au bout du couloir. Elle n'était pas surprise. Elle n'était pas bouleversée. Elle a souri, un petit sourire rapide, puis s'est détournée et est partie. Je n'ai pas compris ce sourire. Pas à ce moment-là. Il me faudrait 10 ans pour apprendre ce qu'il signifiait. Je me suis tourné vers ma mère. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, un torchon tordu entre ses mains, les larmes coulant déjà. « Maman, s'il te plaît, ce n'est pas à moi. » Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. La voix de mon père a coupé à travers le couloir. « Patricia, ne fais pas ça. » Elle a fermé la bouche, a regardé le sol, et a dit les mots que je porterai pour le reste de ma vie, par juste,
chérie. Laisse-le se calmer. Je lui parlerai. Elle ne lui a jamais parlé. Pas ce soir-là. Pas le lendemain. Pas une seule fois en 12 ans. Je suis monté à l'étage. Mes mains tremblaient tellement fort que je pouvais à peine plier une chemise. J'ai attrapé ce que je pouvais. Des vêtements, mon portefeuille, mon chargeur de téléphone, une veste qui n'était pas assez chaude. Je ne possédais pas de valise. J'ai utilisé un sac poubelle. Pendant que je fourrais des jeans dans le plastique noir, Jocelyn est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle tenait un mètre ruban. « Je suis tellement désolé que cela arrive, Shell », a-t-elle dit. Sa voix était douce, exercée. Elle a même incliné la tête comme elle avait vu les gens le faire à la télévision, mais ses yeux scannaient déjà la pièce, la fenêtre, le placard, le coin où se trouvait mon lit. Elle mesurait pour des rideaux avant même que j'aie fini de faire mes bagages. J'ai traîné mon sac en bas des escaliers, à travers le salon, par la porte d'entrée. Mon père se tenait sur le porche, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il ne m'a pas regardé. Il regardait au-delà de moi, vers le jardin, vers l'obscurité, vers tout ce qui n'était pas sa fille de 18 ans partant avec un sac poubelle en novembre. En descendant du porche, j'ai entendu la voix de Jocelyn derrière moi, douce et sucrée, filtrant à travers la moustiquaire. J'ai essayé de te prévenir, papa. Elle est comme ça depuis des mois. Je me suis assise dans la Honda, j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé pour prendre vie. Le chauffage a cliqueté, puis a soufflé de l'air froid. Juste de l'air froid, moins 3 degrés Celsius, et $42. Et c'était tout. La première nuit, je me suis garé sur le parking du Walmart, sur la route 35. J'ai serré ma veste contre moi, j'ai drapé mon unique sweat à capuche de rechange sur mes jambes, et je suis resté là, moteur éteint, car je ne pouvais pas me permettre de gaspiller de l'essence pour un chauffage qui ne fonctionnait pas. Le pare-brise a givré en 1 heure. Je pouvais voir mon souffle. J'ai pressé mon front contre le volant et je me suis dit que je trouverais une solution le matin. Je n'ai pas dormi, pas une seule minute. La deuxième nuit, j'ai déménagé vers le parking derrière la bibliothèque publique. Plus calme, plus sombre. Je me suis dit que personne ne m'embêterait là-bas. À 3 heures du matin, une lampe de poche a frappé ma vitre. Un agent de sécurité, un homme plus âgé, moustache grise, uniforme marron. Il a frappé doucement. « Vous allez bien, mademoiselle ?»« Oui, monsieur. » Il m'a étudié un instant, a hoché la tête, et s'est éloigné. Cet homme, un étranger dont je n'ai jamais appris le nom, a été la première personne à me demander si j'allais bien en 48 heures. Pas mon père, pas ma mère, pas ma sœur, mais un homme avec une lampe de poche et un badge à $10 de l'heure. La troisième nuit a été la pire. Mes doigts se sont engourdis vers 21 heures et ne sont pas revenus. J'ai essayé d'appeler mon père. Le numéro avait été bloqué. J'ai appelé ma mère. Ça a sonné 6 fois. Pas de réponse. J'ai appelé Jocelyn. Directement sur la messagerie vocale. Je suis resté là, à fixer mon téléphone. 3 contacts, 3 silences. À 23 heures, j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel Hollis. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Shelby, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je ne pouvais pas sortir les mots. Ma mâchoire tremblait trop fort. « Reste exactement là où tu es », a-t-elle dit. Maman arrive. 32 minutes plus tard, des phares ont balayé le parking de la bibliothèque. Diane Hollis est sortie de son monospace et a ouvert ma portière. Elle m'a jeté un seul regard, lèvres violettes, bout des doigts blancs, tout mon corps tremblant, et son visage a changé. Elle était infirmière diplômée. Elle savait exactement ce qu'elle voyait. Hypothermie de stade précoce. 3 nuits de cela. Elle n'a pas dit, que s'est-il passé? Elle n'a pas dit, parlons-en. Elle a enroulé une couverture autour de moi, m'a aidé à monter sur le siège passager, et a dit la seule chose qui comptait, tu es en sécurité maintenant. C'est la seule chose qui compte ce soir. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la chambre d'amis des Hollis, sous une couette qui sentait l'adoucissant à la lavande. Pendant environ 4 secondes, je ne me suis souvenu de rien. Puis ça m'a frappé. Tout ça. Et j'ai fixé le plafond pendant que ma poitrine s'effondrait. L'odeur du gruau m'a attiré en bas.
Diane était au fourneau. Rachel était assise à la table de la cuisine, toujours en pyjama, les yeux rouges comme si elle avait été debout toute la nuit. Personne ne m'a pressé. Personne n'a posé de questions. Diane a juste posé un bol devant moi et s'est assise de l'autre côté de la table. Puis elle a dit, tu mérites une place à une table où tu n'as pas à te battre pour une assiette. C'était le moment décisif, juste là. 11 mots d'une femme qui ne me devait rien. Et ils ont fait ce que 18 ans dans ma propre maison n'avaient jamais pu faire. Ils m'ont dit que j'avais le droit d'exister sans avoir à le mériter. J'ai pleuré fort, le genre de pleurlet. Rachel m'a tenu la main et ne l'a pas lâchée. Quand j'ai pu respirer à nouveau, Diane a exposé les conditions. Je pouvais rester sans payer de loyer sous 3 conditions, finir mon équivalence, GED, avant le printemps, trouver un travail à temps partiel, et commencer à postuler au collège communautaire avant l'été. Pas d'exception, pas de charité, de la structure et un avenir. J'ai accepté tout ça. Le lundi suivant, j'ai commencé comme caissière chez CVS. 4 jours par semaine, le soir, j'étudiais. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas inspirant. C'était juste de la survie, une journée de 12 heures à la fois. 2 semaines après avoir quitté la maison, je me suis assise à la table de cuisine des Hollis et j'ai écrit une lettre à mon père à la main, 2 pages. Je lui ai dit que la drogue n'était pas à moi. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je voulais juste rentrer à la maison. Je l'ai posté un mardi. Elle est revenue 4 jours plus tard. L'enveloppe était encore scellée. Pas un seul pli, pas une seule empreinte digitale sur le rabat. En travers du recto, de l'écriture de mon père. Je la reconnaîtrais n'importe où. Ces lettres capitales pointues issues d'années de formulaire militaire. 2 mots, retour à l'envoyeur. Il ne l'a pas ouverte. Il ne voulait pas savoir ce que sa fille de 18 ans avait à dire. Il avait pris sa décision et l'avait renvoyée comme une vulgaire publicité. J'ai mis cette enveloppe dans une boîte à chaussures sous mon lit. Je ne l'ai pas regardée à nouveau pendant très longtemps, mais je l'ai gardée. 12 ans, je l'ai gardée. Laissez-moi vous dire ce que le fait d'être renié à 18 ans coûte réellement. Pas la partie émotionnelle, j'y viendrai, mais la partie pratique, les dollars, les centimes, la paperasse et les délais dont personne ne parle. Mon père détenait le compte d'épargne sur lequel ma mère versait de l'argent depuis que j'avais 12 ans. L'argent des anniversaires, les salaires des jobs d'été, les 200 $ que grand-mère envoyait chaque Noël. Ce n'était pas une fortune. Peut-être 2800 $, mais c'était à moi. Il ne l'a jamais transféré. Je n'ai jamais vu un centime. Il m'a retiré du plan d'assurance maladie familiale en 1 semaine. Je l'ai découvert quand j'ai essayé de renouveler une ordonnance pour mon inhalateur, et que le pharmacien a dit que ma couverture avait été résiliée. Je me suis tenu à ce comptoir, dans mon gilet CVS, dans le magasin où je travaillais, et j'ai payé 47 $ de ma poche pour un médicament que j'avais l'habitude d'avoir pour une quote-part de 5 $. Je n'ai pas pu demander d'aide financière fédérale pendant 3 semaines parce que je n'avais pas d'adresse permanente. Le temps que la maison de Diane soit qualifiée, j'avais raté la date limite pour 2 programmes de bourse. Pendant ce temps, Jocelyn prospérait. Mon père payait ses frais de scolarité dans une école d'art privée, le montant total chaque semestre. Elle a converti ma chambre en studio. Nouveaux rideaux, nouvelles étagères, une table à dessin là où se trouvait mon lit. Gérald a posté à ce sujet sur Facebook. Si fier de mon artiste. 73 likes. Le compte de ma mère parmi eux. J'ai vu ce post sur le téléphone de Rachel. Je l'ai regardé pendant environ 10 secondes. Mon ancienne chambre repeinte, réorganisée, et légendée avec fierté par l'homme qui m'en avait jeté dehors. Puis j'ai fermé l'application, j'ai pointé pour mon service, et je n'en ai plus parlé. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Jocelyn était occupé à construire autre chose, une histoire. Elle a raconté aux tantes, aux oncles, aux cousins et aux amis de la famille que je m'étais enfui avec un petit ami, que j'avais choisi la rue. Une version si propre et simple que personne n'avait à se sentir coupable, personne n'avait à poser de questions, et personne ne l'a fait. Mon père était minutieux, je lui accorde ça. Au cours de la première année, il a raconté à chaque membre de notre famille élargie une version de l'histoire qui faisait de lui le patriarche souffrant depuis longtemps, et de moi, l'exemple à ne pas suivre. Selon Gérald Bennett, j'avais un problème de drogue.
Ils avaient tout essayé. La discipline, le conseil, l'amour. Rien n'avait marché. J'avais choisi de partir. Fin de l'histoire. Ma tante Gladys, la jeune sœur de mon père, celle qui avait l'habitude de me donner du dessert en douce lors des barbecues familiaux, m'a appelé une fois environ 3 mois après que j'ai été mise à la porte. Elle a demandé si j'allais bien, et j'ai commencé à expliquer, et elle a dit, « Ma chérie, ton papa nous a dit que tu n'as pas besoin de faire semblant. » Je ne faisais pas semblant, mais elle avait déjà décidé ce qui était vrai. Ma mère n'a rien corrigé de tout cela. Elle ne pouvait pas. Gérald avait tracé la ligne. Nous ne lavons pas notre linge sale en public. C'est géré. Et Patricia Bennett ne franchissait jamais les lignes de Gérald Bennett. Jocelyn, par contre, Jocelyn était une artiste. Pas avec de la peinture, mais avec la narration. Elle a posté une photo ce Noël-là, eux trois dans des pulls rouges assortis, debout devant le sapin, le bras de Gérald autour de ses épaules. La légende disait, reconnaissante pour ma petite famille. 3 personnes, une photo de famille avec un trou dedans, et elle a cadré le trou comme une caractéristique positive. Megan Torres, une amie commune du lycée qui était restée en contact avec nous deux, m'a raconté quelque chose que Jocelyn avait dit lors d'une fête cet hiver-là. De manière décontractée, presque joyeuse, comme si elle commentait la météo, honnêtement, c'est mieux sans elle. La maison est si paisible maintenant. Quand Megan m'a dit ça, j'étais assise par terre dans ma chambre chez les Hollis, en train d'étudier pour mon équivalence. J'ai posé le téléphone, j'ai fixé le mur, et puis j'ai ouvert mon manuel et j'ai continué. Il n'y avait rien d'autre à faire. 6 mois après avoir été mise à la porte, j'ai failli abandonner. C'était un mercredi. Je venais de finir un double service. 8 heures chez CVS, puis 4 heures à débarrasser les tables dans un dîner sur la 5e rue. Mon dos me faisait mal, mes pieds étaient enflés. Je me suis assise dans la Honda, dans l'allée des Hollis, parce que je n'avais pas l'énergie de marcher jusqu'à l'intérieur, et une pensée a glissé dans ma tête si doucement qu'elle ressemblait presque à ma propre voix, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je suis le problème. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, assez longtemps pour que le pare-brise s'embue. Diane m'a trouvé à 2 heures du matin, pas dans la voiture. J'avais fini par me traîner à l'intérieur, mais dans la cuisine, assise par terre, le dos contre le placard, pleurant dans un torchon. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas dit que ça irait. Elle a tiré une chaise, s'est assise en face de moi, et a attendu que je puisse la regarder. Puis elle a dit, si tu crois ce qu'il a dit sur toi, il gagne, et il ne mérite pas de gagner. Elle n'a pas élevé la voix. Elle l'a dit comme elle disait tout, comme un fait, comme un diagnostic. Et quelque chose à l'intérieur de moi a bougé. Pas tout d'un coup, pas de façon spectaculaire, juste un petit virage sec, comme une clé trouvant sa rainure. La semaine suivante, j'ai soumis ma candidature au programme de soins infirmiers du Columbus State Community College. J'ai écrit l'essai personnel d'une seule traite. Je n'ai pas mentionné ma famille. J'ai écrit une phrase qui m'a porté pendant les 4 années suivantes, je veux prendre soin des gens qui n'ont personne. J'ai reçu la lettre d'acceptation un vendredi. Diane l'a collée sur son réfrigérateur avec un aimant en forme de tournesol. Rachel a pris une photo. Personne de la famille Bennett n'a appelé cette année-là, ni la suivante, ni la suivante, ni la suivante. En 4 ans, pas un seul mot de quiconque partageait mon nom de famille. Et j'ai continué. L'école d'infirmière, c'était 4 années de manque de sommeil et de trop de café. J'ai travaillé 2 jobs tout le temps, CVS et le dîner. Et j'étudiais partout. Aux arrêts de bus, dans les salles de pause, à la laverie sur l'avenue Parsons pendant que ma blouse séchait. Ma moyenne était de 3,8 sur 4. J'ai été sur la liste du doyen 5 semestres d'affilée. Pas parce que j'étais plus intelligente que les autres, mais parce que j'avais quelque chose que la plupart des étudiants n'avaient pas, la terreur spécifique, ancrée jusqu'aux os, de devenir la personne que mon père disait que j'étais. Jour de remise des diplômes, mai 2017. 4 personnes étaient assises dans le public. Diane, Rachel, 2 collègues du dîner qui avaient couvert mon service pour que je puisse étudier pour les finaux. C'était tout. 4 personnes dans une mer de centaines, dans un stade rempli de parents tenant des fleurs, des ballons et des panneaux qui disaient « Nous sommes si fiers de toi ». Personne ne tenait de panneau pour moi. Quand ils ont appelé mon nom, summa cum laude,
j'ai traversé cette scène, j'ai serré la main du doyen et j'ai souri largement pour la caméra. Mais si vous regardiez attentivement la photo, et je veux dire vraiment attentivement, vous le verriez. Le sourire atteignait ma bouche, mais s'arrêtait juste avant mes yeux. J'ai posté une photo sur mon profil privé ce soir-là. Pas de longue légende, pas de liste de gratitude, juste 2 mots, infirmière diplômée. Enfin. Rachel a commenté, tu l'as fait, Shell. Non, nous l'avons fait. Diane m'a serré si fort que j'ai entendu son dos craquer. Elle a chuchoté à mon oreille, ta mère pleurerait si elle pouvait voir ça. Je me suis reculé, je l'ai regardé, et j'ai dit la chose la plus vraie que je connaissais, elle ne peut pas. C'est ça le problème. Pendant que je traversais cette scène, Jocelyn vivait dans la maison de nos parents, ayant abandonné l'école d'art lors de sa 3e année. Mon père payait toujours ses factures. Personne dans la famille Bennett ne me mentionnait. J'étais effacé, non pas avec colère, mais avec le silence, ce qui est pire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que ma mère avait vu la photo. Quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, la lui avait envoyée. Et elle a pleuré, non pas de fierté, mais de la réalisation que sa fille avait obtenu son diplôme et qu'elle n'avait pas été là. Et la distance entre ces deux faits était entièrement de sa faute. Des années plus tard, Megan m'a raconté toute l'histoire. Je vais la partager parce qu'elle compte. Pas pour la sympathie, mais pour le contexte. À un moment donné après mon départ, ma mère a créé un faux compte Facebook, nom générique, photo de coucher de soleil provenant d'une banque d'images. Pas d'amis, pas de publication, pas d'activité. Son seul but était de suivre mon profil privé, qu'elle pouvait à peine voir à travers les failles de mes paramètres de confidentialité. Une photo de profil ici, un commentaire public là. Elle me regardait depuis un pseudonyme qui n'était pas le sien, dans une maison où même ce petit acte de soin devait être caché à son mari. Patricia écrivait des messages, des douzaines, apparemment pendant les vacances, pour mon anniversaire, tard le soir quand Gérald dormait. Elle les tapait, les relisait, et les supprimait avant d'appuyer sur envoyer. À chaque fois, pendant des années, elle n'en a jamais envoyé un seul. Je veux être clair sur quelque chose. Je comprends pourquoi elle avait peur. Gérald Bennett n'était pas un homme qui tolérait la dissidence. Et au moment où j'ai été mise à la porte, ma mère avait passé 25 ans à apprendre cette leçon. La peur est réelle. Je ne la minimise pas. Mais voici ce que je sais aussi, aimer quelqu'un à distance ne compte pas si vous avez choisi la distance. Elle avait une voiture. Elle avait un téléphone. Elle aurait pu conduire jusqu'à la maison des Hollis n'importe quel mardi après-midi pendant que Gérald était au travail. Elle ne l'a pas fait. La peur l'a gardée immobile. Et l'immobilité m'a gardé seul. Il y a encore une chose. Jocelyn a découvert le faux compte. Megan m'a dit ça aussi. Jocelyn ne l'a pas signalé à Gérald. Cela aurait été trop direct. À la place, elle l'a utilisé comme levier. Un levier silencieux, chirurgical. Je sais ce que tu fais en ligne, maman. Ne m'oblige pas à le dire à papa. C'était Jocelyn. Toujours à tenir la laisse. Elle n'a jamais eu à tirer, car la menace suffisait. Ma mère est restée silencieuse. Ma sœur est restée aux commandes. Et les années ont continué de passer. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris un poste à l'hôpital Riverside Methodist à Columbus, aux urgences. Service de 12 heures, chaos et adrénaline, et le genre d'épuisement qui ne part pas sous la douche. J'adorais ça. En 2 ans, j'ai été nominé pour le prix de l'infirmière de l'année au niveau du service. Je n'ai pas gagné, mais la nomination a attiré l'attention de quelqu'un qui allait changer ma trajectoire. Dr Marcus Webb était le médecin traitant dans nos urgences, milieu de la quarantaine, calme sous la pression, le genre de médecin qui apprenait vraiment les noms des infirmières. Il m'a prise à part un après-midi entre 2 traumas et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, vous ne faites pas que soigner les patients, Shelby. Vous les voyez. C'est rare. Avez-vous pensé à aller plus loin? Il voulait dire infirmière en pratique avancée, NP, un master, une autorité de pratique indépendante, la capacité de gérer ma propre clinique un jour. C'était un chemin que je n'avais pas envisagé parce que personne n'avait jamais suggéré que j'en étais capable. Le Dr Webb a écrit ma lettre de recommandation. J'ai postulé pour une bourse à Ohio State.
J'ai été prise. Pendant ces années, je n'ai eu aucun rendez-vous amoureux. Pas une seule fois en 5 ans. Ce n'était pas une décision consciente au début. J'étais trop occupé, trop fauché, trop concentré. Mais finalement, j'ai dû être honnête avec moi-même. Je ne faisais confiance à personne pour rester. Ma famille m'avait appris que l'amour était conditionnel, qu'il pouvait être révoqué en une seule soirée, et que les gens qui disaient « je serai toujours là » étaient souvent les premiers à partir. Ce genre de leçon ne s'oublie pas facilement. J'ai terminé mon master en 2021, et presque immédiatement, une idée a pris racine, une idée qui grandissait doucement depuis la nuit où Diane Hollis m'avait sorti d'une voiture glaciale, une clinique gratuite pour les gens que personne d'autre ne soignait. Spécifiquement, les vétérans sans abri, des hommes et des femmes qui ont servi ce pays et sont rentrés chez eux pour ne rien trouver. Des hommes comme mon père, s'il avait été moins chanceux. J'ai choisi cette population pour une raison très spécifique. Je savais ce que ça faisait d'être abandonné par les gens qui étaient censés vous protéger. Et je n'ai jamais voulu que quelqu'un reste assis seul avec ce sentiment comme je l'avais fait. Je veux faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été le membre de la famille que personne ne croyait, je vous vois. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes juste honnête dans une pièce remplie de gens qui ne le sont pas. Maintenant, pensez-vous que mon père s'est jamais demandé s'il avait pris la mauvaise décision ce soir-là? Donnez votre réponse dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ce bouton d'abonnement aide vraiment. Maintenant, revenons là où nous étions. C'était la 8e année. J'étais plongé dans mon programme d'infirmière praticienne, faisant des rotations cliniques dans un cabinet familial à l'est de Columbus. Ma vie s'était installée dans un rythme, exigeant, épuisant, mais c'était le mien. J'avais un appartement que je payais, une carrière que je construisais, un cercle de personnes qui se présentaient sans condition. J'avais arrêté de penser au Bennett tous les jours. Cela arrivait moins maintenant. Une lueur à l'anniversaire de ma mère, une douleur sourde vers Thanksgiving, puis plus rien pendant des semaines. Puis Megan a appelé. Sa voix était bizarre. Pas paniquée. Prudente. Comme si elle choisissait chaque mot avant de le dire. Shell, j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si je devrais te le montrer. Elle avait transféré des données d'un vieux téléphone, son iPhone 5, celui qu'elle utilisait au lycée, vers un nouvel appareil. La migration a fait remonter des années de SMS qu'elle avait oublié à voir, et enfoui dans un fil de discussion avec Jocelyn daté de novembre 2013, il y avait un message auquel elle n'avait jamais prêté attention. Elle me l'a lu. MDR. J'ai déplacé mes affaires dans le bureau de Shelby juste à temps. Papa est sur le point de péter les plombs. Suivi d'un emoji qui rit. La voix de Megan s'est brisée. Je suis tellement désolé, Shell. Je ne l'ai même pas enregistré à l'époque. J'avais 19 ans et j'étais stupide et je n'ai juste. Je n'ai pas fait le lien. J'aurais dû. Je n'ai pas répondu tout de suite. La pièce était très calme. Je pouvais entendre l'horloge sur le mur de ma cuisine faire tic-tac. Envoie-le-moi, ai-je dit. Elle l'a fait. Une capture d'écran horodatée, le nom de Jocelyn en haut, le texte dans une bulle grise, désinvolte et souriant comme si elle racontait une blague. MDR, j'ai déplacé mes affaires dans le bureau de Shelby juste à temps. Mes affaires, ses affaires, sa drogue dans mon bureau, exprès. 12 ans, Megan. J'avais 18 ans et je gelais dans un parking à cause d'un SMS avec un emoji qui rit. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Je ne l'ai montré à personne. Je ne savais pas ce que j'en ferais, ni si j'en ferais jamais quelque chose. Je l'ai juste sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone et j'ai fermé l'écran. Certaines vérités arrivent trop tard pour réparer quoi que ce soit. Mais elles arrivent quand même. Construire une clinique à partir de rien prend exactement le temps que vous pensez, plus 2 ans. J'ai passé 24 mois à écrire des demandes de subventions, à m'asseoir dans des réunions avec des conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, à visiter des espaces commerciaux vacants avec des plafonds qui fuyaient. Et à apprendre un vocabulaire auquel je ne m'attendais jamais, variation de zonage, conformité 501C3, structure de remboursement Medicaid. Le docteur Webb a servi de conseiller médical. Diane m'a mis en contact avec un réseau de défense des vétérans avec lequel elle avait travaillé via l'hôpital.
Une fondation régionale qui soutient les services de santé pour vétérans nous a accordé notre subvention principale. Nous avons ouvert dans une vitrine convertie sur l'avenue Livingstone. Je l'ai nommée « Clinique communautaire seconde chance », soins gratuits ou à échelle mobile pour les vétérans sans abri et non assurés, soins primaires, référence en santé mentale, aide aux ordonnances, les bases qui ne devraient pas être des luxes mais qui le sont. Un journaliste du Columbus Dispatch a écrit un article de fond. Puis NBC4 a fait un segment de 3 minutes pour les nouvelles du soir. Ils m'ont filmé en train de prendre la tension d'un patient, ce qui semblait étrange. Je l'avais fait 10 000 fois, et soudain, il y avait une caméra. Le titre dans le dispatch disait « Une infirmière praticienne locale ouvre une clinique gratuite pour les vétérans sans abri à Franklin ». Je n'ai pas construit la clinique pour prouver que qui que ce soit avait tort. Je ne l'ai pas construite pour un titre de journal. Je l'ai construite parce que quelqu'un aurait dû être là pour moi le 14 novembre 2013. Et personne ne l'était. Et je ne voulais plus jamais qu'une autre personne reste assise dans le froid à se demander si quelqu'un viendrait. Je l'ai nommé « Seconde chance », non pas parce que je crois aux secondes chances, mais parce que je sais ce que l'on ressent quand personne ne vous en donne une seule. L'article est paru un dimanche. Il a circulé localement, a récolté quelques partages en ligne, et s'est fondu dans le cycle des nouvelles en une semaine. Mais il ne s'est pas effacé pour tout le monde. Quelque part à Dayton, Ohio, à 1 heure à l'ouest de Columbus, cet article a atterri sur un écran qu'il n'était jamais censé atteindre. Je ne le savais pas encore. Il y a une table de nuit dans mon appartement. En chaîne ordinaire, d'occasion, un tiroir. À l'intérieur de ce tiroir, je garde 3 choses. Pas des souvenirs, pas des bibelots. Des preuves. Des preuves d'une vie qui a eu lieu avant celle-ci. La première est une photographie. Ma famille au parc d'attractions Cedar Point l'été de mes 12 ans. Tous les 4. Le bras de ma mère autour de mes épaules. Jocelyn faisant le signe de la paix. Mon père plissant les yeux au soleil avec quelque chose qui aurait pu être un sourire. C'est la dernière photo où tout le monde est présent et où personne ne fait semblant. La deuxième est un bracelet, une fine chaîne en argent avec une minuscule breloque en forme d'étoile. Ma mère me l'a donnée pour mon 16e anniversaire. Elle l'a attaché autour de mon poignet et a dit « Pour ma petite étoile ». J'ai arrêté de le porter la nuit où je suis parti, mais je ne l'ai pas jeté. La troisième est l'enveloppe, jaunie maintenant. 12 ans à rester dans le noir fonça. Le seau est toujours intact, toujours fermé, toujours intouché. Et en travers du recto, à l'encre noire et nette, dans une écriture que je connais aussi bien que la mienne, retour à l'envoyeur. Je ne relis pas la lettre. Je n'en ai pas besoin. Je me souviens de chaque mot. Papa, je ne l'ai pas fait. S'il te plaît, crois-moi. Je t'aime. Je veux juste rentrer à la maison. J'avais 18 ans. J'ai dépensé un timbre et chaque once de dignité qu'il me restait pour ces phrases. Il y a consacré 0 seconde. J'ai fermé le tiroir. Je suis allé travailler. C'est ce que j'ai fait. À ce stade, j'avais les 2 pièces, la lettre et la capture d'écran. 2 moitiés d'une vérité que personne n'avait demandé. Je ne suis pas allé chercher ma famille. Je n'avais aucune raison de le faire. Ma vie était pleine. Mon travail avait du sens. Les gens qui comptaient étaient déjà dedans. Tout est resté calme pendant 12 ans. Puis un soir, j'ai ouvert LinkedIn sur mon canapé après un long service, j'ai fait défiler quelques demandes de connexion, et je me suis arrêté. Un message d'un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. Gerald A. Bennett. Il avait utilisé LinkedIn parce que j'avais bloqué son numéro il y a des années et que mon Facebook était privé. Mais LinkedIn, professionnel, public, était la brèche dans le mur que je n'avais pas pensé à sceller. Le message était court, soigneusement formulé, le genre de structure de phrase qui suggérait qu'il l'avait écrit et réécrit plusieurs fois. Shelby, c'est ton père. J'ai vu un article sur ta clinique. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. J'aimerais parler. Tu manques à maman. Tu nous manques à tous. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains n'étaient pas stables. Pas de peur, mais de colère. Le genre lent et profond qui vit en dessous de tout et ne fait surface que lorsque quelqu'un dit exactement la mauvaise chose de la manière exactement la plus fausse. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Tu as toujours su. Toi,
l'homme qui m'a dit que je ne valais pas la peine. L'homme qui a bloqué mon numéro, renvoyé ma lettre et laissé son autre fille dormir dans mon lit la même nuit où je dormais sur un parking. Tu as toujours su que j'avais ça en moi. C'est ça que tu as choisi de dire? J'ai fermé l'ordinateur portable, lassé mes chaussures de course, couru 8 kilomètres, je suis revenu, j'ai pris une douche, et je me suis assise sur le bord de mon lit avec les cheveux mouillés et un pouls que je ne pouvais pas ralentir. J'ai appelé Diane. Il m'a trouvé. Une pause. Je pouvais l'entendre poser quelque chose. Une tasse, peut-être. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas encore. Alors ne fais rien pour l'instant. Je ne l'ai pas fait. Pas ce soir-là. Pas le lendemain. Pas pendant 2 semaines entières. Le message est resté dans ma boîte de réception comme une grenade que quelqu'un aurait placée doucement sur une étagère avant de s'éloigner. Mais Gérald Bennett n'a jamais été un homme patient. Et au cours de ces 2 semaines, il a envoyé un autre message, celui qui a tout changé. Le deuxième message était plus long, plus confiant, comme si mon silence valait accord. Je te le dis, Shelby, la famille adorerait avoir de tes nouvelles. Tante Gladys demande de tes nouvelles tout le temps. Ta mère n'a pas arrêté de parler de cet article. Jocelyn a demandé de tes nouvelles aussi. Peut-être qu'on pourrait organiser un appel. Je pense qu'il est temps. Jocelyn a demandé de tes nouvelles. Jocelyn, qui n'avait pas prononcé mon nom en 12 ans, demandait soudain de mes nouvelles. J'ai presque ri. Presque. J'ai appelé Megan. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? Megan a soupiré. Le genre de soupir qui veut dire « Je suis sur le point de te dire quelque chose que tu ne vas pas aimer ». Shell, il montre cet article à tout le monde. Jean, tout le monde. Il l'a partagé sur Facebook. Il en a parlé au barbecue de Ron et Gladys le mois dernier. Il dit aux gens que tu as décidé de faire les choses par toi-même et que la famille t'a toujours soutenu à distance. J'ai posé mon café. Il a dit quoi? Il réécrit toute l'histoire. L'histoire de la drogue a disparu. Maintenant c'est, tu étais indépendante. Tu voulais partir. Il a respecté ta décision. Il agit comme s'il t'avait lancé. Il m'a jeté dehors. Megan, je sais. Il leur a dit que je prenais de la drogue. Je sais. Et maintenant il dit qu'il t'a soutenu. Il a partagé l'article du Dispatch avec la légende « Moment de fierté paternelle ». 61 likes. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Mon père ne m'avait pas simplement abandonné. Il avait écrit l'histoire de ma vie 2 fois. Une fois comme un conte d'avertissement, et une fois comme une histoire à succès. Et les 2 fois, il s'était attribué le rôle du héros. La première version, nous avons fait tout ce que nous pouvions. La seconde version, elle tire sa force de nous. Aucune des 2 versions n'incluait la vérité. Aucune des 2 versions n'incluait un parking gelé, une lettre retournée ou un emoji qui rit. Il ne voulait pas que je revienne. Il voulait récupérer le récit, et il avait besoin de ma coopération pour finir de l'écrire. J'ai réfléchi à ça pendant 3 jours de plus. Je suis allé travailler. J'ai vu des patients. J'ai réapprovisionné les placards de fournitures, revu les formulaires d'admission et fait tout exactement comme avant. Mais en dessous de tout ça, quelque chose se construisait. Pas de la rage, pas de la vengeance, juste de la clarté. Le genre qui vient quand vous avez gardé une question pendant 12 ans et que la réponse cesse enfin d'être compliquée. J'ai appelé Diane un mardi soir, je lui ai parlé du deuxième message, du post Facebook, du récit réécrit. Elle a écouté, puis, tu ne lui dois rien, mais si tu réponds, écris pour toi, pas pour lui. J'ai pensé à ce qui se passerait si je restais silencieuse. Gérald continuerait de raconter sa version à la famille. Tante Gladys, oncle Ron, chaque cousin et belle famille. Ils croiraient tous à l'histoire du père fier et de la fille indépendante. Je serais effacé 2 fois. Une fois quand il m'a jeté dehors, et encore une fois quand il a prétendu qu'il ne l'avait pas fait. C'était la chose avec laquelle je ne pouvais pas vivre. Pas sa cruauté. J'avais survécu à ça. Sa révision. L'idée qu'il puisse prendre 12 ans de ma souffrance et les remballer dans une légende Facebook qui fait du bien, que ma vérité n'existerait jamais en dehors de ma propre tête. Je ne me suis pas assise pour écrire une lettre de vengeance.
Je me suis assise pour dire la vérité. Il y a une différence, et elle compte. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau document, et j'ai commencé par la date. 14 novembre 2013. Cela m'a pris 3 heures, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je m'arrêtais sans cesse pour respirer. Chaque phrase était une porte que j'avais fermée il y a des années, et les ouvrir tout en même temps, c'était comme marcher à travers mes propres décombres. Quand j'ai fini, j'ai joint 2 fichiers, une photo de l'enveloppe, scellée, jaunie, retour à l'envoyeur, de son écriture, et la capture d'écran de Megan. J'ai copié le texte dans une réponse LinkedIn, je l'ai lu une fois, je l'ai relu, j'ai appuyé sur envoyer. 23h47. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé au lit, je n'ai pas dormi. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais ceci, quoi que ressente Gérald Bennett en lisant ce message, ce n'était plus mon poids à porter. J'avais rendu la vérité à la personne qui l'avait fabriquée. Voici ce que j'ai écrit. Je vais vous le lire exactement comme je l'ai envoyé, parce que vous avez mérité la version complète. Papa, tu as dit que je ne valais pas la peine. Voici ce qui s'est passé après que tu aies décidé ça. 14 novembre 2013, moins 3 degrés Celsius. Tu m'as dit de faire mes valises. Tu n'as pas demandé si la drogue était à moi. Tu ne m'as pas laissé parler. Tu as pointé la porte et je l'ai franchie avec mes vêtements dans un sac poubelle. 14 novembre, première nuit. Je me suis garé sur le parking du Walmart, sur la route 35. Le chauffage était cassé. J'ai drapé un sweat à capuche sur mes jambes et je n'ai pas dormi. 15 novembre, deuxième nuit, le parking de la bibliothèque. Un agent de sécurité a frappé à ma vitre à 3 heures du matin. Il m'a demandé si j'allais bien. Cet homme, un parfait inconnu, a été la première personne à prendre de mes nouvelles en 48 heures. Pas toi, pas maman, pas Jocelyn. 16 novembre, troisième nuit. Je t'ai appelé. Bloqué. J'ai appelé maman. Pas de réponse. J'ai appelé Jocelyn. Messagerie vocale. 3 contacts. 3 silences. À 23 heures, j'ai appelé mon amie Rachel. Sa mère, Diane Hollis, a conduit 32 minutes à travers la ville jusqu'à un parking de bibliothèque pour récupérer ta fille. Elle m'a trouvée tremblante, les lèvres violettes et les bouts des doigts blancs. Elle est infirmière. Elle a reconnu l'hypothermie de stade précoce quand elle l'a vue. La mère d'une étrangère m'a sauvé la vie. La mienne n'a pas répondu au téléphone. Décembre 2013, 2 semaines après que tu m'aies jeté dehors, je t'ai écrit une lettre à la main. Je t'ai dit que la drogue n'était pas à moi. Je t'ai dit que je t'aimais. Je t'ai dit que je voulais juste rentrer à la maison. Tu l'as renvoyée non ouverte. Ton écriture. Retour à l'envoyeur. Tu n'y as pas consacré une seule seconde. Tu as dit à la famille que j'avais un problème de drogue. Tu leur as dit que j'avais choisi la rue. Tu as réécrit ma vie pour pouvoir dormir la nuit. C'était la première partie. Mais ce n'était pas la partie qui l'a brisée. Le message continuait, voici ce que tu as raté, papa. Tout. Chaque étape. Chaque moment où tu n'étais pas là, non pas parce que tu ne pouvais pas l'être, mais parce que tu as choisi de ne pas l'être. 2014, j'ai obtenu mon équivalence en travaillant des doubles services à un comptoir de pharmacie. Personne n'a applaudi. Personne n'a pris de photos. Je suis rentré chez moi et j'ai étudié pour le prochain test. 2015, j'ai commencé l'école d'infirmière à Columbus State. Je l'ai payé avec des prêts fédéraux et un deuxième emploi à débarrasser des tables dans un dîner. Tu as payé le diplôme d'art de Jocelyn en totalité. Elle a abandonné en 3e année. 2017, j'ai obtenu mon diplôme. Summa cum laude. 4 personnes étaient dans le public, une femme qui ne me devait rien, sa fille, et 2 collègues d'un restaurant. Tu n'étais pas l'une d'elles. Maman n'était pas l'une d'elles. J'ai traversé cette scène seule. 2019, j'ai terminé mon programme d'infirmière praticienne à Ohio State. J'ai soigné mon premier patient de manière indépendante un lundi après-midi. Quand je suis rentré, j'ai pris mon téléphone pour appeler quelqu'un. La personne que je voulais appeler, c'était toi. J'ai reposé le téléphone. 2021, j'ai ouvert une clinique gratuite pour les vétérans sans abri. Le genre d'homme avec qui tu as servi, papa.
Le genre d'hommes qui sont rentrés de la guerre et ont découvert que les gens qui étaient censés être là étaient déjà passés à autre chose. Je l'ai nommé seconde chance. Non pas parce que je crois aux secondes chances, mais parce que je sais ce que l'on ressent quand personne ne vous en donne une. 2025, tu m'as trouvé en ligne. Tu as dit, j'ai toujours su que tu avais ça en toi. Tu ne savais pas. Tu n'étais pas là. Savoir exige de la présence, papa. Tu as été absent pendant 12 ans. Tu n'as pas juste raté ma vie. Tu as choisi de le faire. J'ai fait une pause là, j'ai pris une respiration, puis j'ai écrit la dernière section, celle avec les pièces jointes. Encore une chose, papa. Tu m'as mise à la porte parce que tu as trouvé de la drogue dans mon bureau. Je t'ai dit qu'elle n'était pas à moi. Tu ne m'as pas cru. Tu n'as même pas demandé. Elle n'a jamais été à moi. J'ai joint une capture d'écran. C'est un SMS de Jocelyn à une amie commune daté de novembre 2013, le mois même où tu m'as jeté dehors. Il dit, MDR, j'ai déplacé mes affaires dans le bureau de Shelby juste à temps. Papa est sur le point de péter les plombs. Suivi d'un emoji qui rit. Ton enfant prodige a mis sa drogue dans le tiroir de mon bureau et s'est tenu dans le couloir en te regardant me jeter dehors. Elle a mesuré la fenêtre de ma chambre pour de nouveaux rideaux avant que je finisse de remplir un sac poubelle. Et puis elle a passé 12 ans à jouer la fille loyale pendant que je dormais dans une voiture. J'ai aussi joint une photo de la lettre, celle que je t'ai envoyée 2 semaines plus tard, scellée, non ouverte, ton écriture en travers du recto, retour à l'envoyeur. Ta fille de 18 ans a écrit, je t'aime. Je veux juste rentrer à la maison. Et tu l'as renvoyé comme une publicité. J'ai gardé les deux non pas comme des armes, mais comme des preuves. La preuve que j'ai essayé et que toi non. Je n'écris pas ça pour te blesser. Je l'écris parce que tu as demandé à reprendre contact. Et je pense que tu devrais savoir avec quoi tu reprends contact. Pas la version que tu as racontée à la famille. Pas le moment de fierté paternelle que tu as posté sur Facebook. La vraie version. Je ne te déteste pas, papa, mais je ne peux pas te donner les retrouvailles que tu cherches. Tu ne tends pas la main parce que je te manque. Tu tends la main parce que mon nom était dans le journal et que tu as besoin d'une nouvelle histoire à raconter. Je ne serai pas ton histoire. Je suis la mienne. Shelby. C'était la réponse, chaque mot. Je l'ai envoyé à 23h47 un mardi soir et j'ai fermé mon ordinateur. Je ne savais pas quand il la lirait. Je ne savais pas comment il réagirait. Je ne l'ai découvert que plus tard par Megan, par Gladys, par la chaîne lente et dentelée de personnes qui ont été témoins de ce qui a suivi. Voici ce qu'on m'a dit. Gérald a lu le message dans le salon. Patricia était dans la cuisine. Il était assis dans son fauteuil inclinable, le même dans lequel il était assis depuis 20 ans, faisant défiler LinkedIn sur son téléphone. Il a ouvert ma réponse, s'attendant, j'imagine, à quelque chose de chaleureux, quelque chose de reconnaissant, quelque chose qui confirmait l'histoire qu'il racontait. Il l'a lu en silence. Patricia a dit qu'elle n'avait rien entendu. Aucune réaction, aucun halètement, aucun juron, juste le silence, puis le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre et se ferme. Elle a regardé par la fenêtre de la cuisine. Gérald a traversé la cour, a ouvert la porte conducteur de son camion, un Ford F-150 bleu, autocollant des marines sur le pare-chocs arrière, et s'est assis derrière le volant. Il n'a pas démarré le moteur. Il n'a pas allumé les lumières. Il est juste resté là. Patricia a attendu 10 minutes, puis 20. Elle a mis son manteau et est sortie avec un verre d'eau. Elle a tapé à la vitre. Il n'a pas ouvert la porte. À travers la vitre, elle pouvait l'entendre. Il pleurait. Pas le genre calme. Pas le genre stoïque et composé qu'on attendrait d'un homme qui a construit son identité sur la discipline et le contrôle. Le genre qui secoue les épaules. Le genre qu'on ne peut pas arrêter. Elle est restée debout à l'extérieur de ce camion pendant un long moment. Finalement, elle est rentrée. 1 heure plus tard, 1 heure entière, Gérald a repassé la porte d'entrée. Ses yeux étaient enflés. Il n'a pas dit un mot. Il a posé son téléphone sur la table de la cuisine, ouvert sur mon message, et l'a poussé vers Patricia. Lis-le. Elle l'a fait. Puis elle a pleuré aussi. Gérald s'est assis en face d'elle. Et pour la première fois, selon ce que Megan a entendu plus tard de Gladys,
il a posé la question qu'il aurait dû poser il y a 12 ans. Est-ce que tu savais pour Jocelyn? Patricia a secoué la tête. Gérald a pris son téléphone et a appelé Jocelyn. Elle n'a pas répondu. Il a rappelé. Messagerie vocale. Il a appelé une 3e fois, une 4e. Elle n'a jamais décroché. Le lendemain matin, il a conduit jusqu'à son appartement. C'était ça. C'était la réponse. Si vous êtes encore là, sincèrement, merci. Maintenant, voici ma question. Pensez-vous que les larmes de mon père étaient pour moi ou pour lui-même? Parce que j'y pense depuis longtemps et je n'ai toujours pas de réponse claire. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Voici ce qui s'est passé ensuite. Je n'étais pas là pour ce qui s'est passé à l'appartement de Jocelyn. Tout ce que je sais est venu par Megan, qu'il a entendu de Patricia, qu'il a entendu de Gérald. Une chaîne de voix relayant le moment où une famille s'est fissurée le long d'une faille qui était là depuis 12 ans. Gérald a conduit jusqu'à chez Jocelyn le lendemain matin, tôt, avant 8 heures. Il a frappé à la porte assez fort pour que son voisin ouvre la sienne en premier. Jocelyn a ouvert en peignoir. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Il a levé son téléphone, la capture d'écran affichée. « C'est réel ?» Elle l'a regardé. Son expression a fait quelque chose de compliqué. Une lueur de reconnaissance, puis le masque qui se met en place. C'est sorti de son contexte. Ta sœur a dormi dans une voiture pendant 3 nuits en novembre à cause de toi. C'est toi qui l'as mise à la porte, pas moi. Tu as raison. Je l'ai fait parce que je t'ai cru. Ça a porté. On pouvait le dire, a dit Patricia, parce que Jocelyn n'a pas eu de suite. Pour la première fois de sa vie, le script était épuisé. Gérald n'a pas crié. Il n'a rien claqué. Sa voix, a dit Patricia, était la plus calme qu'elle ait jamais entendue. Et c'était en quelque sorte pire. N'appelle pas à la maison pendant un moment. Il s'est retourné et a marché vers son camion. Il ne s'est pas retourné. Jocelyn est resté dans l'encadrement de la porte. On m'a dit qu'elle a appelé Patricia dans l'heure, en sanglotant. Pas pour s'excuser, pas pour expliquer, mais pour jouer la comédie. Papa m'attaque à cause de Shelby. C'est tellement injuste. Je n'arrive pas à croire que vous prenez tous son parti. Ma mère, la femme qui avait passé 25 ans à choisir le silence, a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit avant. Non, il a mal à cause de ce que tu as fait. Et moi aussi. Et puis elle a raccroché. Megan m'a dit que les mains de Patricia tremblaient quand elle a posé le téléphone, mais elle l'a posé et elle ne l'a pas repris. La vérité a traversé la famille comme la vérité le fait toujours quand elle a été retardée. Vite, désordonnée, et sans la permission de personne. Gérald a appelé Gladys cette même semaine. Sa jeune sœur, celle qui m'avait appelé une fois il y a des années et avait cru sa parole plutôt que la mienne. Il lui a tout dit, la capture d'écran, la lettre, le parking, l'hypothermie. Gladys a été silencieuse pendant un long moment. Alors tu as laissé cette fille dormir dans une voiture, Gérald. C'était une enfant. Je sais. Et tu m'as dit qu'elle prenait de la drogue. Je sais. Gladys a raccroché et m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Son numéro avait été absent de mon téléphone depuis plus d'une décennie, et le voir m'a fait l'effet d'une hallucination. Mais j'ai décroché. Ma chérie, sa voix était épaisse. Je suis désolé. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû te demander directement. J'ai cru sa parole et je n'aurais pas dû. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé le mur à travers la pièce. Une petite fissure courait le long de la plainte que je voulais réparer depuis des mois. Tu as cru ce qui était le plus facile à croire, tante Gladys. Oui, et j'en ai honte. Je ne lui ai pas dit que c'était bon parce que ce n'était pas le cas, mais je n'ai pas raccroché non plus. Oncle Ron a coupé les ponts avec Jocelyn entièrement. Pas d'annonce, pas de drame. Il a juste arrêté de répondre à ses messages. Un de mes plus jeunes cousins a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux, le sang ne signifie pas la loyauté, et j'ai su que l'onde de choc avait atteint les bords. Jocelyn a posté sa propre réponse sur Instagram 3 jours plus tard. Parfois, la famille est la chose la plus toxique dans votre vie. Pas de contexte, pas de nom,
juste le genre de phrase qui semble profonde jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle a été écrite par la personne qui a causé la toxicité. Personne n'a réagi, pas un seul like, pas un seul commentaire. Et je sais que cela peut sembler satisfaisant. La méchante qui reçoit son châtiment, mais je veux être honnête, ça ne ressemblait pas à un triomphe. C'était lourd. Regarder une famille s'effilocher au ralenti n'est pas une victoire. C'est juste ce qui arrive quand la vérité se pointe avec 12 ans de retard et qu'il n'y a plus d'endroit propre où la mettre. Une semaine après la confrontation avec Jocelyn, mon père m'a envoyé un email. Pas via LinkedIn cette fois, via l'adresse de contact public de ma clinique, celle listée sur notre site web pour les demandes de rendez-vous et la proximité communautaire. Il l'avait trouvée comme n'importe qui l'aurait fait. Il l'a tapé dans le champ des demandes générales comme un étranger. Shelby, j'ai lu ton message cette fois. J'ai lu la lettre, celle que j'ai renvoyée. Ta mère a trouvé une copie brouillon dans ton ancien bureau, dans la chambre que j'ai laissé ta sœur prendre. J'ai lu chaque mot. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne vais pas lister d'excuses parce qu'il n'y en a aucune qui tienne. J'avais tort sur toute la ligne. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches. Je t'entends maintenant. Je l'ai lu à ma table de cuisine après un service de 10 heures, avec un bol de soupe réchauffée qui refroidissait devant moi. Je n'ai pas répondu ce soir-là ni le suivant. Cela m'a pris 4 jours, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais le dire bien, sans cruauté, sans performance, sans aucune porte ouverte plus large que ce que je pouvais gérer. Merci de m'entendre. C'est plus que ce que j'ai eu il y a 12 ans. Je ne vais pas prétendre que c'est bon. Ce n'est pas le cas. Je ne te déteste pas, mais je ne peux pas te faire confiance. Pas encore. Peut-être pas jamais. Si tu veux une quelconque relation avec moi, ça commence par la responsabilité. Pas un email, pas une excuse, des années de cela. Et ça commence par Jocelyn admettant ce qu'elle m'a fait directement. Jusque-là, j'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte ça. 2 semaines de silence, puis 3 mots, je comprends. La même semaine, ma mère a envoyé son propre message, séparé de Gérald. Ses propres mots pour la première fois en 12 ans. J'aurais dû être ta mère d'abord et sa femme ensuite. Je passerai le reste de ma vie à essayer de regagner ça. Je l'ai lu 2 fois, j'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis allé faire une longue marche dans le noir. 2 mois après la réponse, la clinique était prête pour son ouverture officielle. Nous avions fonctionné discrètement pendant un moment, voyant des patients, construisant des réseaux de référence, stockant les étagères de la pharmacie. Mais c'était l'événement formel. Coupure de ruban, couverture médiatique, participation communautaire. Le genre de journée pour laquelle j'avais passé 2 ans à travailler. La liste des invités s'est écrite d'elle-même. Megan, Rachel, Diane, Dr Webb, des collègues de l'hôpital, des représentants de la Fondation des vétérans, un journaliste du Dispatch qui avait couvert notre lancement, une équipe de NBC4 venant filmer, plus de 40 vétérans que nous avions déjà servis. Dont certains que j'avais traités personnellement. Je n'ai pas invité mon père. Je n'ai pas invité ma mère. Je n'ai pas invité Jocelyn. Mais tante Gladys a appelé la semaine d'avant. Est-ce que je peux venir? Je n'ai pas hésité. Bien sûr, tante Gladys. Elle a fait une pause. Je sais que je ne mérite pas d'être là. Ce n'est pas une question de mérite. Tu as demandé. C'est suffisant. La nuit avant l'événement, je me suis assise à la clinique après le départ de tout le monde, passant en revue la liste de contrôle de l'installation, chaises en rangée, podium près de l'entrée, bannière accrochée droite. Diane m'avait aidé à écrire le discours. Je m'étais entraîné dans ma voiture toute la semaine, ce qui est exactement aussi glamour que ça en a l'air. Elle m'a appelé ce soir-là. Comment te sens-tu? Nerveuse. À propos du discours, à propos de tout ça. Elle a été silencieuse un moment. Dis-leur pourquoi tu l'as construite. C'est suffisant. J'ai dormi 3 heures cette nuit-là. Réveillé à 5 heures. J'ai mis la blouse blanche que j'avais achetée pour l'occasion. Rien de chic, juste propre et repassé. J'ai drapé mon stéthoscope autour de mon cou parce que cela semblait juste, et j'ai conduit jusqu'à la clinique à l'aube. Quand je suis entré sur le parking à 7 heures pour faire les dernières vérifications, il n'y avait pas encore d'autres voitures.
Le soleil passait juste au-dessus des toits de l'avenue Livingston. La bannière ondulait dans une brise légère. Puis à 8h15, j'ai jeté un coup d'œil à l'extrémité du parking. Un camion. Ford F-150 bleu. Autocollant des Marines sur le pare-chocs arrière. Mes mains ont arrêté de bouger. Il était déjà là. Je ne suis pas allé au camion. Je suis allé à l'intérieur et j'ai fini l'installation. À 10h, le parking était plein. Des vétérans en vestes usées debout à côté de journalistes avec des badges de presse. Des travailleurs sociaux avec qui j'avais collaboré, des responsables locaux du bureau de la conseillère municipale. Rachel en robe d'été tenant un bouquet qu'elle avait apporté sans me le dire. Diane dans son meilleur cardigan, les yeux déjà brillants, et nous n'avions même pas commencé. Le docteur Webb a parlé en premier, bref, mesuré. Il a parlé de l'écart dans les soins de santé pour les vétérans et comment l'obstination d'une personne. Il m'a regardé quand il l'a dit et la foule à rire pouvait déplacer des montagnes. Puis Diane a coupé le ruban. Ses mains tremblaient sur les ciseaux, et quand le tissu rouge est tombé, elle a pressé ses doigts sur ses lèvres et s'est détournée un instant. Puis c'était moi. Je suis monté au microphone. Une quarantaine de visages. Certains d'entre eux avaient dormi dehors la semaine dernière. Certains d'entre eux étaient ici parce que cette clinique était le premier endroit qui ne leur avait pas demandé de prouver qu'ils méritaient de l'aide. Il y a 12 ans, ai-je dit, j'ai dormi dans une voiture sans personne à appeler. Aujourd'hui, je me tiens ici pour m'assurer que personne dans cette pièce ne se sente jamais aussi seul à nouveau. J'ai pris une respiration. Cette clinique ne concerne pas les secondes chances pour moi. Elle concerne les premières chances pour les gens que ce pays a oubliés. Je n'ai pas mentionné les Bennett. Pas un mot, pas une allusion. Ce jour n'était pas à propos d'eux. La foule a applaudi. Diane pleurait franchement. Gladys se tenait au deuxième rang, serrant son sac à main, les larmes coulant sur son visage. Et à travers la foule, passaient les journalistes et les vétérans sur les chaises pliantes, je l'ai vu. Gérald, debout au bord du parking, casquette de baseball tirée bas, main dans les poches de sa veste, ne s'approchant pas. Nos yeux se sont croisés juste une seconde à travers 12 mètres de béton et 12 ans de silence. Je n'ai pas marché vers lui. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai hoché la tête une fois, un petit signe. Il a hoché la tête en retour. Puis il est resté là encore quelques minutes pendant que la foule entrait pour la visite. Et puis il est monté dans son camion, a démarré le moteur, et est parti. Après la visite, après les photos, après la dernière poignée de main et le dernier merci, la clinique s'est vidée. Rachel est partie avec un câlin qui a duré 30 secondes. Le docteur Webb m'a serré la main et a dit « Tu as fait du bon boulot, gamine », ce qui venant de lui était l'équivalent d'une ovation debout. Megan m'a envoyé une rangée d'émojis cœur et une note vocale qui était juste elle en train de pleurer. Gladys a tenu mon visage dans ses deux mains avant de partir. « Tu viens à la maison pour Noël. Tu m'entends ? Je fais la tarte aux noix de pécan et personne ne dit non à ma tarte aux noix de pécan. » J'ai ri, sincèrement ri pour la première fois de la journée. Puis c'était juste moi et Diane. Nous nous sommes assis sur le banc en métal devant l'entrée principale. La bannière était encore en place. Quelques programmes égarés voletaient sur le sol. Le soleil se couchait derrière le centre commercial de l'autre côté de la rue et la lumière rendait tout ambré. Il est venu, ai-je dit. Il l'a fait. Je ne sais pas quoi faire de ça. Diane n'a pas répondu tout de suite. Elle a croisé ses mains sur ses genoux, les mêmes mains qui avaient enroulé une couverture autour de moi dans un parking de bibliothèque il y a 12 ans. Tu n'as pas à en faire quoi que ce soit, a-t-elle dit. C'est à lui de porter ça maintenant. Et assise là dans la lumière déclinante, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Pendant 12 ans, j'avais porté la vérité comme un poids attaché à mon dos. La lettre, la capture d'écran, les parkings, le silence, tout ça. La réponse n'était pas une vengeance. C'était moi rendant le poids à la personne qui l'avait créé. Tiens, c'est à toi. J'ai fini de le tenir pour toi. Pour la première fois en 12 ans, je me sentais légère. Pas parce que mon père avait pleuré dans son camion. Pas parce que Jocelyn était exposé, pas parce que la famille savait enfin. Mais parce que je ne portais plus la vérité toute seule. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, les bénévoles avaient laissé une carte sur mon bureau.
43 signatures, vétérans, personnel, amis. À l'intérieur, quelqu'un avait écrit « Tu nous as donné un endroit où appartenir ». Sur la table de réception, il y avait une enveloppe, pas de nom. À l'intérieur, 500 $ en liquide et un bout de papier pour la clinique. J'ai mis ça dans la boîte de dons. Pas d'exception, pas de traitement de faveur, juste une autre contribution à un endroit qui existait parce que quelqu'un avait un jour décidé qu'une fille dans un parking ne valait pas la peine. Je ne vais pas rester ici et vous dire quoi apprendre de mon histoire. Je ne pense pas que ce soit à moi de vous donner une leçon, mais je peux vous dire ce que j'ai appris en la vivant. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous détestiez mon père. Gerald Bennett était un homme guidé par la peur. Il a perdu un frère d'armes à cause de l'addiction après la guerre du Golfe, à regarder un homme en qui il avait confiance se détruire une dose à la fois. Cette peur s'est enfouie en lui et n'est jamais partie. Quand il a senti quelque chose dans la maison et a trouvé un sac dans le bureau de sa fille, chaque alarme dans son corps s'est déclenchée en même temps. Il ne pensait pas. Il réagissait à un fantôme d'il y a 30 ans. Il avait tort. Il avait tort de manière catastrophique et impardonnable. Mais je comprends la mécanique qui l'a fait avoir tort, et cela compte pour moi. Je ne raconte pas non plus cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. J'ai une carrière, une clinique, une vie dont je suis fier. Je l'ai construite de mes propres mains sur une fondation posée par des gens qui m'ont choisi quand ma propre famille ne l'a pas fait. Ce n'est pas une tragédie. C'est de la résilience. Ce que je veux que vous preniez, s'il y a quelque chose, c'est ceci, vous avez le droit de poser une limite sans écrire une justification de 5 pages pour cela. Vous avez le droit de dire, ce n'est pas correct, même quand tout le monde autour de vous a accepté de faire semblant que ça l'est. Et vous avez le droit de refuser des retrouvailles qui sont conçues pour bénéficier aux gens qui vous ont blessé, pas à la personne qui a été blessée. Le pardon est une porte. Je décide quand et si je l'ouvre. Et personne, peu importe combien ils pleurent, peu importe combien de mails ils envoient, n'a le droit de l'enfoncer. Ce n'est pas de l'amertume. C'est juste savoir où je finis et où il commence. Cela fait un peu plus d'1 an que j'ai envoyé cette réponse. La clinique se porte bien. Nous servons plus de 200 vétérans par mois maintenant. Nous avons ajouté un thérapeute à temps partiel et un navigateur d'avantages sociaux qui aide les gars à déposer leurs demandes auprès des anciens combattants. Le trimestre dernier, nous avons obtenu une subvention pour étendre nos heures le samedi. Ce n'est pas un travail glamour. La plupart du temps, ce sont des contrôles de tension et des renouvellements de médicaments, et de longues conversations avec des gens qui ont juste besoin que quelqu'un s'assoie avec eux pendant 10 minutes. Mais c'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite. Je vois quelqu'un. Son nom est Kyle. Il est pompier. Nous nous sommes rencontrés lors d'un salon de la santé communautaire. Il tenait le stand de sécurité incendie à côté de la table de notre clinique. Et nous nous sommes disputés pour savoir si les mannequins de RCP étaient effrayants. Il est gentil et stable, et il n'essaie pas de me réparer. Quand je lui ai raconté toute cette histoire, il n'a pas dit « Tu devrais leur pardonner ». Il a dit « De quoi as-tu besoin ?» Et j'ai su. Mon père envoie un email une fois par mois, des messages courts, jamais insistants. Parfois c'est une question sur la clinique. Parfois c'est juste « Je pense à toi ». Je réponds à environ la moitié d'entre eux. Nous ne nous sommes pas vus depuis l'inauguration. Notre relation, si on peut appeler ça comme ça, est comme 2 étrangers essayant de se souvenir d'une langue qu'ils partageaient autrefois. Maladroit, prudent, incertain. Ma mère et moi nous voyons tous les 2 mois, toujours dans un café, jamais à la maison Bennett. Elle a commencé à voir un thérapeute, sa première fois à 62 ans. Nous parlons de petites choses. Nous ne sommes pas encore prêtes pour les grandes. Jocelyn ne s'est pas excusé, n'a pas tendu la main, n'a rien reconnu. Je n'attends pas après ça. Certaines personnes n'arrivent jamais à la vérité. Peu importe à quel point vous l'exposez clairement pour elle. Diane est toujours ma famille. Elle le sera toujours. Elle déteste l'expression « deuxième maman ». Et chaque fois que je l'utilise, elle dit « Je ne suis ta deuxième rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui a répondu au téléphone. » Mais elle sourit quand elle le dit. Et moi aussi. Une dernière chose. Il y a quelques mois, j'ai découvert que ma mère, utilisant son ancien faux compte Facebook, celui que Jocelyn utilisait pour faire pression sur elle,
avait soumis une nomination anonyme pour le prix de l'infirmière de l'année de l'Ohio. Elle avait tapé une lettre sur mon travail, ma clinique, mes patients. Elle l'a soumise sous un nom que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas gagné. Mais j'ai lu le formulaire de nomination après qu'un collègue me l'a transmis, et j'ai reconnu sa voix dans chaque phrase, hésitante, prudente, pleine d'amour. Elle ne savait toujours pas comment livrer ça en personne. Elle essaie de la seule façon qu'elle connaît. Ce n'est pas assez. Mais je le vois. J'ai toujours la Honda, la Civic de 2003 avec le chauffage fissuré. Elle n'a pas roulé depuis des années. La batterie est morte. Les pneus sont à plat. Il y a une buée permanente à l'intérieur du pare-brise qui, je pense, ne partira jamais. Elle est garée sur le terrain arrière de la clinique, coincée entre une benne à ordures et la clôture. Et chaque personne de mon personnel m'a demandé au moins une fois pourquoi je ne la mettais pas simplement à la casse. Je la garde parce que j'en ai besoin là. Les jours difficiles, et il y a encore des jours difficiles, même maintenant, je fais le tour par l'arrière, je pose ma main sur le capot, et je reste là 1 minute. Le métal est froid ou chaud selon la saison. Et dans les 2 cas, cela me ramène directement à la fille sur le parking du Walmart, au sweat à capuche drapé sur ses jambes, au givre sur le pare-brise, au silence sur son téléphone, et au moins 3 degrés Celsius qui ont failli l'emporter. Elle avait 18 ans. Elle était terrifiée et elle était complètement, totalement seule. Elle méritait d'être sauvée. Et parce que personne n'est venu, elle s'est sauvée elle-même. Si vous êtes dans cette voiture en ce moment, littéralement ou autrement, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez besoin de personne pour ouvrir la porte pour vous. Vous avez juste besoin de trouver la personne qui dira « Tu es en sécurité maintenant ». Et si vous ne pouvez pas encore trouver cette personne, alors soyez cette personne pour vous-même, parce que vous le pouvez. Je sais que vous le pouvez. J'en suis la preuve. Mon père m'a dit que je ne valais pas la peine. 12 ans plus tard, 200 vétérans par mois franchissent mes portes parce que quelqu'un a décidé qu'ils en valaient la peine. Je m'appelle Shelby Bennett. J'ai 30 ans, et j'ai toujours valu la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si cette histoire vous a rappelé la vôtre ou celle de quelqu'un que vous aimez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Elle pourrait atteindre la personne qui en a besoin ce soir. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Que auriez-vous écrit dans cette réponse? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et il y a une autre histoire dans la description avec laquelle je pense que vous connecterez. Cliquez dessus avant de partir. Et souvenez-vous, vous valez toujours la peine.